Aujourd'hui, on accueille Carlotta, qui est une super senior product marketing manager, qui vient nous parler du sujet du lancement d'une app en bêta et de comment recruter, comment et pourquoi recruter une communauté de bêta-testeurs avant de lancer son produit. Ça va être un sujet super intéressant. Carlotta, si vous voulez aussi la suivre, elle a un super podcast qui s'appelle Product Marketing Stories, il me semble. Je dis pas de bêtises, Carlotta, c'est ça. C'est ça. Et je vous invite à aller la suivre sur LinkedIn. Vous verrez, en tout cas, si c'est des sujets qui vous sont pertinents, n'hésitez pas. Donc, le sujet du jour, créer une communauté de 3000 bêta-testeurs autour de son produit. On va être, je pense, plus d'une centaine de personnes. En tout cas, on a beaucoup d'inscrits, donc c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, le product marketing en 2024, on va faire aussi un petit topo sur le marché. Alors, c'est un rôle qui est pas mal challengé par le contexte actuel, hein. On voit un petit peu ça comme des rôles un peu nice to have, disons, dans des organisations produits. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est souvent effectué par le product manager, hein, dans pas mal de cas. Le petit conseil qu'on a à vous donner pour les product marketing qui souhaitent se positionner, c'est de bien trouver l'équilibre entre opérationnel et stratégie. Nous, on le voit pas mal en ce moment, ou des process qui vont pas au bout, ou même parfois des périodes d'essai qui se terminent, car la personne est trop dans l'un ou trop dans l'autre. Donc, c'est un équilibre à trouver aujourd'hui entre l'opérationnel et la stratégie. Et enfin, le petit conseil sur le fait de bien comprendre le produit, le cycle de conception produit. Faut avoir en tête que product marketing, c'est souvent un rôle dans l'équipe produit. C'est pas un rôle pur marketing, donc il y a des spécificités. Là, je m'adresse plutôt au profil market qui souhaiterait passer côté product marketing. On continue avec les conseils donc sur comment se positionner en tant que PMM sur le marché en 2024. Donc, il faut le savoir que c'est un marché qui se restreint. N'hésitez pas à vous positionner sur parfois des jobs un petit peu hybrides. On voit des profils product marketing qui ont des casquettes grosses également. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à pas vous enfermer forcément sur une voie, surtout dans le contexte actuel. Justement, un conseil qui va avec ce que je viens de dire, c'est de se former à des sujets gros, à d'autres sujets qui peuvent avoir un trait au marketing au sens large. Et enfin, un conseil qui est valable pour tous les métiers, hein, c'est d'essayer d'être présent au maximum sur la scène produit, avec des articles, des podcasts, des webinars comme on le fait aujourd'hui avec Carlotta. C'est des choses qui aussi sont toujours utiles pour vous mettre en avant. Le petit cadeau pour les personnes qui sont connectées en direct avec nous, on va laisser cette page une petite minute. N'hésitez pas à scanner les QR codes. À gauche, on vous a fait une super toolbox du Product Marketing Manager avec vraiment voilà, beaucoup d'outils, beaucoup de méthodos, des exemples aussi pratiques. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger. À droite, c'est une enquête sur les salaires pour vous aider à vous positionner si vous êtes en recherche. Voilà, je vous laisse scanner un petit peu tout ça. On a aussi le lien dans le chat hein, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de scanner, ne vous inquiétez pas. Et donc, comme je vous le disais, si vous êtes en recherche, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein, The Product Crew, notre mission, ça reste d'aider tous les talents de la tech à progresser et trouver le job qui leur correspond vraiment. Également, si vous cherchez à recruter ces talents qui auront de l'impact et qui sont rares sur le marché, n'hésitez pas à nous solliciter pour vos enjeux de recrutement. Voilà, voilà. Je vais laisser la main à Carlotta pour sa présentation et on est parti pour 25-30 minutes. On prendra toutes vos questions en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra aussi vous donner le micro. À toi, Carlotta. Merci Pierre. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais juste bien partager mon écran. Pardon. Ah, c'est l'effet du direct, ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? C'est le plein écran? Yes, c'est bon.
Ok, super. Bonjour à tous. Merci Pierre pour cette super introduction. Et c'est vrai que le toolkit PMM sur Notion, c'est une vraie mine d'or. Je l'ai moi-même beaucoup utilisé, donc c'est top. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un retour d'expérience du lancement d'un programme de bêta-testeur qu'on a fait chez Decathlon Outdoor, un programme de bêta-test public grandeur nature. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous partager ce qu'on a fait et de vous donner un maximum d'insights pour que vous puissiez aussi vous en inspirer si vous devez le faire pour votre produit et pouvoir aussi poser vos questions avec grand plaisir. Pour commencer, qui je suis, pourquoi je suis là aujourd'hui? Je m'appelle Carlotta, je suis senior PMM chez Decathlon Andorre depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis passionnée de randonnée, de ski, donc ça tombe bien. Un conseil que j'ai à donner, c'est d'aimer le produit pour lequel on travaille, sinon c'est compliqué de bien le vendre. Je suis originaire de Barcelone, aujourd'hui j'habite à Lyon depuis 5 ans. J'ai commencé ma carrière dans le B2C, dans la grande conso. J'étais chef de produit marketing pour des marques comme Tefal, Roventa, Krups. C'est là où j'ai fait mes armes de product marketing. Ensuite, j'ai basculé dans la tech où j'ai été PMM chez Agicap. Et donc aujourd'hui, chez Decathlon Andorre et avec un podcast en plus, parce que parfois je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire de mes week-ends. Donc le podcast Product Marketing pour rendre le product marketing compréhensible, accessible au plus grand nombre. Decathlon Outdoor, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'application de randonnée et de vélo de Decathlon. Aujourd'hui, disponible uniquement en France. Donc, on est une app B2C, on a aussi un site internet. Et aujourd'hui, si je devais résumer en une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est 100% gratuite et qui sert à trouver les plus belles sorties autour de chez vous en quelques secondes et de vraiment vous laisser guider en toute sérénité là où vous voulez partir. L'application, elle a un principe communautaire, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut créer des sorties directement depuis l'application. Et donc, tout le catalogue de sorties que vous voyez dans l'application, c'est des sorties qui ont été créées par des gens comme vous et moi. Et donc, c'est une app qui existe aujourd'hui depuis 2021. Donc, c'est une application très récente dans le monde des marchés des applications outdoor. Aujourd'hui, notre mission principale, elle est d'insuffler le plaisir du dehors. On a voilà, une envie de partager au plus grand nombre le plaisir de l'outdoor et le fait que tout le monde peut en faire et peut pratiquer la marche à pied, la randonnée, que ce soit à pied ou à vélo. Et si je vous donne une petite overview aujourd'hui de l'organisation, parce que c'est aussi, je pense, important dans le cadre de la présentation ensuite que je vais vous faire. Aujourd'hui, on a une équipe tech, donc comme tout produit tech, je ne vais rien vous apprendre, où moi je suis rattachée à la lead product. Donc on a 3 PM, une lead product, 2 product designers. Donc on va dans cette équipe-là avec des devs, des data analysts, etc. Et on a aussi une équipe de modération, une équipe qui s'occupe de la stratégie de l'offre, donc du développement du catalogue dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est vraiment la base de notre proposition de valeur. Et on a de l'autre côté une équipe marketing où donc on va avoir toutes les expertises, que ce soit de l'expertise communication marque jusqu'au paid, le CRM, le SEO, etc. etc. Et donc, c'était dans le cadre du travail de la bêta, un vrai enjeu et un vrai facteur clé de succès de s'assurer qu'il y avait une vraie cohérence et des vraies synergies entre ces deux équipes-là. J'aimerais vous poser la question, déjà pour commencer, avant que je rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous avez déjà lancé un programme bêta, que ce soit public ou même privé? Je vous laisse mettre des petits commentaires. Pierre, On a si... pas mal de oui. Je ne vais pas les compter par un, mais en tout cas, on a beaucoup de oui. Donc, clairement, des personnes qui ont déjà vu le sujet. Voilà, ça va être dur à compter, mais en tout cas, énormément de oui, quelques non Ok, également. On essaiera de faire une statistique en fin de webinaire. cool. Bon, bah, tant mieux. J'espère que ça va, que ce qu'on a fait, ça va vous parler du coup et vous apporter un max d'insight, mais super. Euh, donc, ce que j'aimerais vous partager là pendant ces 25 prochaines minutes,
C'est déjà de vous expliquer pourquoi nous, on a lancé ce programme de bêta et parce que c'est du coup un contexte assez particulier. Je vais vous l'expliquer juste après. Comment est-ce qu'on l'a lancé? Donc, vous donner un peu une overview globale de qu'est-ce qu'on a mis en place. Et enfin, je finirai avec quelques best practices du coup de l'expérience pour ouais, vous partager un maximum d'insights. Commençons. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a lancé ce programme bêta? En fait, on a lancé, enfin, on a refait l'ensemble de l'application mobile, que ce soit iOS ou Android, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on avait besoin d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, 100% de l'UI a changé, donc l'interface qu'on voyait a changé pour déjà être plus aligné avec l'identité visuelle de Decathlon, pour avoir une interface plus simple, plus simple. Et la deuxième raison qui était la plus importante pour améliorer la performance de l'application, donc là on est plutôt sur la partie tech, où 100% du coup du back-end a aussi été retravaillé et refait à neuf dans l'objectif de minimiser les bugs, minimiser les crashs, pouvoir lancer plus de features plus rapidement et donc d'améliorer in fine toutes les métriques tech et business. Et se préparer aussi à pouvoir aller au-delà de être uniquement en France, mais pouvoir aller à l'international. Donc ça, c'était les principales raisons. Et juste pour vous donner une petite idée de l'avant-après, parce que je pense que c'est ça aussi qui est marquant. Donc à gauche, vous voyez des images typiquement de la page filtre, à droite de la partie guidage. Donc vous voyez que vraiment, ça n'a plus rien à voir en termes d'interface et qu'on est quand même sur quelque chose de plus user-friendly aujourd'hui, ce qui est l'objectif. Et donc, pourquoi faire une bêta? La première, c'était de valider toute la partie tech, de se dire on a besoin de dérisquer un maximum parce qu'on change tout. Donc, comment est-ce qu'on dérisque un maximum? Comment est-ce qu'on valide toutes les décisions techniques qui sont prises au niveau de l'architecture, etc. Et deuxièmement, auprès de l'expérience utilisateur, valider toutes les décisions importantes sur la partie UI, pouvoir aussi mieux comprendre comment est perçue l'application, pouvoir déceler s'il y a des choses qu'il faut absolument qu'on mette en place, des features qui manquent qu'on n'aurait pas mis dans un premier temps. Donc vraiment essayer de préparer en fait au maximum le lancement officiel, le rollout sur le marché à 100% des utilisateurs. Donc, ces deux raisons-là nous ont poussé à nous dire on a besoin de vraiment faire un programme bêta qui soit assez important pour pouvoir dérisquer à la fois la partie tech et la partie user experience pour aller sur le marché. Comment est-ce que du coup a fonctionné cette bêta? Je vais commencer par vous donner juste quelques chiffres clés. Donc, c'est un programme bêta qui a duré 4 mois. Il a commencé fin juin, il s'est terminé début novembre. On a eu 11 releases de bêta, du coup, et pour ajouter une petite complexité et pour en fait, des contraintes qu'on avait sur iOS, on a uniquement lancé ce programme bêta sur Android. Et donc aujourd'hui, le programme bêta d'Android est terminé et on est sur iOS. Donc on va bientôt être fini sur les bêtas. Donc tout ce que je vous raconte là, c'est ce qu'on a fait sur Android. Et pour iOS, on a fait la même chose, mais de façon beaucoup plus restrictive et de manière moins conséquente. Euh, et du coup, bêta public implique que en fait, la bêta était disponible sur le Play Store, donc on pouvait télécharger directement cette bêta sur le Play Store. On a eu 3423, très exactement, bêta-testeurs, c'est-à-dire plus ou moins plus de 300 bugs qui ont été report. Nos équipes tech ont beaucoup travaillé pendant cette période-là. Je vous expliquerai après aussi comment est-ce qu'on a pu avoir un peu cette feedback loop. 3100 navigations, donc quand je parle de navigation, c'est de guidage. Donc c'était principalement ça aujourd'hui qu'on voulait tester. C'était le nombre de guidage de personnes de guidage qui étaient faits au global. Et du coup, un plan go-to-market dédié. On a vraiment été, que ce soit les équipes marketing, tech, produits, on a travaillé main dans la main sur un plan spécifique pour le lancement. Donc c'était presque comme enfin, la préparation d'un lancement produit d'un nouveau lancement de produit sur le marché.
Donc voilà pour l'overview général. Et pour commencer, en fait, le premier challenge qu'on a eu, ça a été de définir le scope de la bêta. Quelles, euh, quelles allaient être les fonctionnalités, quel allait être le produit qu'on allait mettre en bêta et quel allait être le produit qu'on allait du coup après mettre pour le rollout. Parce que dans ce contexte-là de revamp une nouvelle application, du coup, on a mis sur le marché une application qui était dégradée par rapport à la version actuelle, du coup, qui avait moins de fonctionnalités. Donc, on a dû se demander, en fait, c'est quoi les fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités qui sont indispensables et lesquelles le sont moins. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe du MVP que tout le monde connaît. Donc là, je vous introduis deux nouvelles notions. Je ne sais pas si, si vous les connaissez. D'ailleurs, je suis curieuse que vous mettiez dans le chat si oui. Donc, c'est le MTP, le Minimum Testable Product, et le MMP, qui est le Minimum Marketable Product. En fait, du coup, on a réfléchi au scope de la bêta, on s'est dit de quoi on a besoin pour lancer cette bêta donc, en juin dernier. Donc, ça a été le scope du Minimum Testable Product. Donc, vraiment d'avoir les fonctionnalités indispensables qu'on veut tester pour l'expérience utilisateur de base. Donc, typiquement, c'était pouvoir se faire guider et pouvoir trouver des sorties, parce que sans ça, bah, notre application n'existe pas. Et ensuite, de se dire, c'est quoi le MMP? Donc, le MMP, c'est le produit assez développé pour qu'on puisse le marketer, pour qu'on puisse le vendre sur le marché, sans qu'on se fasse jeter des pierres en place publique, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'était de se demander, en fait, il y a des features où c'est pas grave si on les a pas au début, mais quand on va vraiment, quand on va mettre l'application, quand elle sera plus en bêta, on aura besoin d'avoir cette fonctionnalité-là. Euh, et donc, par exemple, dans notre application, comme je vous disais tout à l'heure, on peut créer des sorties. Pour le MTP, pour la bêta, on s'est dit c'est pas grave si on ne met pas cette fonctionnalité de création de sorties parce qu'on a déjà des sorties disponibles. Par contre, pour le minimum marketable product, on a besoin de cette fonctionnalité-là parce qu'elle fait quand même partie du cœur de la proposition de valeur cœur de Decathlon Outdoor. Et donc, c'était une des contraintes de se dire on ne lance pas, on ne fera pas le rollout tant qu'on n'aura pas cette fonctionnalité-là sur le marché. Très concrètement, à quoi ça ressemblait? Ben, un fichier Excel, c'est notre meilleur ami. Ici, vraiment, la clé, c'est de lister toutes les fonctionnalités les unes après les autres et vraiment de faire le ménage, de se dire ben, en fait, de quoi on a besoin pour le MTP, de quoi on a besoin pour le MMP, est-ce que c'est une fonctionnalité qui existe, est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité? Donc ça, bien sûr, c'est de l'ownership du PM, c'est lui qui connaît son produit. Donc c'est le PM qui travaille dessus et après les designers et moi qui venaient plutôt pour ajuster, pour challenger. Et en fait, les décisions étaient vraiment prises bah, sur la base d'études ethnographiques, du XR qu'on a pu faire et de aussi définition bah, de l'impact que ça allait avoir. Donc typiquement le framework RICE, je sais, qui a pas mal aidé et c'est bien sûr enfin, c'est une direction, ce fichier. C'est ce qui nous a aidé à driver le projet. Bien sûr, après, il y a eu des modifications, on ajuste le cap. Mais en tout cas, je pense que enfin, ça a été vraiment une bonne base pour que tout le monde se mette d'accord et sache en fait où est-ce qu'on allait. Et surtout après pour l'équipe marketing et pour moi, de se dire bah, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quels vont être qu'est-ce qu'on va enfin, sur quoi on va devoir réassurer, qu'est-ce qu'on va devoir dire à nos utilisateurs qui veulent avoir la bêta, sur quoi il faut, bah, qu'est-ce qu'il ne faudra pas survendre. Donc ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, ça a été de faire un vrai go-to-market et de se dire, en fait, pour lancer un programme bêta, il faut acquérir des bêta-testeurs. Donc, il faut mettre en place une vraie stratégie. Et donc ça, typiquement, c'est ce qui était l'ownership du PMM, donc de moi, avec l'équipe marketing, parce que ce sont les équipes marketing qui connaissent la performance et les meilleures manières de recruter selon les canaux. Et donc là, l'objectif, ça a été de se dire bah, sur quels sont les canaux quels vont être les meilleurs canaux d'acquisition, sur quelle temporalité, quelle segmentation pour cibler les utilisateurs, quel type d'utilisateurs on veut dans cette bêta. Et donc ça a été une recommandation que nous, on a faite et qu'on a ensuite partagée aux équipes produits et tech pour bah, valider les parties pris.
Typiquement, on a fait le choix de proposer la bêta uniquement à nos utilisateurs existants et à pas faire de l'acquisition externe. Parce que vu qu'on passait d'un avant-après, bon, on avait besoin de se dire on avait besoin d'avoir ces insights-là d'utilisateurs qui passent d'une ancienne app à une nouvelle app. Et une autre best practice que je pourrais vous partager, c'est de faire une sorte de reveal, une campagne teasing avant le lancement de la bêta pour vraiment avoir une sorte de pool de personnes intéressées pour que dès qu'on lance le programme, on ait déjà des personnes qui rentrent dans ce programme-là. Et voilà, principalement. Donc ici, enfin, moi, j'ai énormément travaillé dans la définition des messages, de faire tous les briefs orientés produits, donc le brief vidéo je vous le montrerai tout à l'heure, bah, pour mettre en avant la bêta, la landing page, etc., etc. Et là, les équipes support ont aussi beaucoup aidé pour la partie FAQ, pour rassurer. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a des assets qui vont être vraiment incontournables. Une vidéo qui présente l'application. Donc là, c'était notre PM Clémence qui présentait l'application, la bêta, pourquoi c'est important pour nous et qu'est-ce que les bêta-testeurs ont à y gagner. Une landing page dédiée et bien sûr un espace FAQ support dédié aussi avec une catégorisation qu'on a mis en place aussi spécifique à la bêta pour que les tickets concernant la bêta puissent vraiment revenir, soient pris en compte en priorité pour les équipes tech. Concrètement, on a du coup pour le processus de recrutement bah, envoyé 5 newsletters. Donc c'était à chaque fois des vagues d'acquisition qu'on a mis en place avec des targets différentes, des audiences différentes pour bah, justement pas trop fatiguer notre audience et pouvoir targeter différents types d'audience. Et des push aussi des push in-app pour essayer bah, de recruter un maximum de personnes. C'est des newsletters qui ont plutôt bien marché. On était à 50% de taux d'ouverture sur ce type de newsletter. Donc, c'est quelque chose qui intéresse. Et ensuite, le troisième challenge principal, bah, bien sûr, ça a été l'adoption et l'activation de nos bêta-testeurs. Donc, comment est-ce que on fait en sorte pour que les bêta-testeurs qui s'inscrivent vont derrière utiliser l'application, sachant que c'est une application qui est à la base moins bien, entre guillemets, en tout cas qui a moins de fonctionnalités que celle qu'ils avaient avant. Donc ici, ce qu'on a fait, ça a été de définir une vraie stratégie d'animation de nos bêta-testeurs avec déjà des emails d'onboarding. Donc, on en avait deux. L'objectif était de présenter l'application, les nouveautés, qu'est-ce qui est mieux qu'avant, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, quel va être le process, combien de temps ça va durer. Donc, de vraiment leur expliquer où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont, et d'expliquer aussi comment faire des feedbacks et de vraiment leur demander, enfin, et leur dire que c'est la valeur ajoutée principale. Et donc ici, on a l'outil Instabug qui permet de faire directement des screenshots in-app et où l'utilisateur pouvait directement du coup après les envoyer à nos équipes tech pour, bah, pour améliorer l'application. Pareil, donc c'est des newsletters qui marchent très très bien. On était entre 60 et 80% de taux d'ouverture. Et du coup, pendant ces 4 mois, on a aussi animé nos bêta-testeurs avec des emails d'animation. Donc, on en a fait 3 avec aussi des pushs. Et où là, l'objectif, c'était de manière mensuelle approximativement d'expliquer quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles features qui sont arrivées, de rappeler comment faire un retour, comment faire un feedback, de donner aussi de la visibilité sur ce qui arrive. L'objectif étant de vraiment rassurer un maximum nos 3000 bêta-testeurs et de les rassurer aussi et de les pousser un maximum à utiliser l'application parce que c'était vraiment l'objectif final. Euh, donc voilà pour les principaux, enfin le fonctionnement global, à la fois de comment le scope d'une bêta, le scope du produit, comment on y réfléchit, ensuite comment est-ce qu'on acquiert ces bêta-testeurs-là, et enfin comment est-ce qu'on drive l'adoption et l'acquisition, enfin l'adoption et l'usage, parce que c'est pas tout d'avoir des bêta-testeurs. Après, il faut qu'ils soient là, il faut qu'on les anime. Et c'est vraiment un travail à part entière qu'il faut mettre en place. Si je vous parle des best practices, j'en ai 3 plus une. La première, c'est de casser les silos.
Je sais que ça peut paraître, enfin, peut-être dans ce que je vais vous dire, ça va vous paraître un peu niais ou couler de source, mais quand on y est, je pense que c'est des choses qui sont importantes de se rappeler et d'essayer de toujours avoir en tête, parce qu'on peut vite se laisser happer par le quotidien, parce qu'en fait, ce lancement de bêta, euh, quand on fait un programme de bêta-testeur, c'est un projet à part entière, mais pour autant, le reste, le business continue, as usual, et il y a plein d'autres choses à faire à côté. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à bien faire cette partie-là, parce que bah, c'est le futur de l'application, c'est le futur du produit, mais pour autant, ne pas oublier les autres actions qui sont indépendantes, qui n'ont rien à voir avec ça, et qui pour autant sont tout aussi importantes. Et je pense que pour casser les silos, le PMM, en fait, est le mieux placé pour le faire. Parce en tant que PMM, on a un vrai rôle de catalyseur, un peu comme une API qui vient faire les connexions entre les équipes. Euh, et donc, on va vraiment pouvoir bah, faire ces liens, comme vous le voyez, comme vous pouviez le voir au début avec la slide. Donc, moi, j'ai pas d'équipe sales à part entière, mais quand il y a des sales, bah, c'est aussi avec des sales. Mais de se dire, bah, on sait qu'on a énormément de stakeholders différents, d'équipes différentes qui ont des problématiques, qui ont leurs propres problématiques en jeu. Comment est-ce qu'on crée des instances où les différentes équipes peuvent connecter et où aussi on peut voir et comprendre quels sont les impacts collatéraux des équipes par rapport à ces enjeux-là. Comme je disais tout à l'heure, par rapport au business always on bah, qui continue. Euh, et je pense que l'un des principaux learnings, en tout cas actions qu'on a mis en place et qui ont très bien fonctionné, c'est de travailler en mode task force et de mettre en place soit des bi-monthly, des weekly selon bah, à quel moment on en est du projet, avec un leader de chaque département qui est là pour représenter le département et vraiment s'assurer qu'on travaille en équipe, qu'il n'y a pas des choses qui sont hors contrôle ou qui sont un peu, ou des risques qu'on ne connaîtrait pas. Et du coup, de mettre en place des gates, des go-no-go gates, donc de se dire bah, un mois avant, une semaine avant le lancement de la bêta ou le lancement du rollout, euh, on fait une réunion et on définit en fait, est-ce qu'on est OK à un mois? Est-ce qu'on se sent prêt pour le faire? Est-ce qu'on a toutes les métriques business qui sont ouvertes? S'il n'y en a pas, est-ce qu'on est OK pour y aller quand même ou on prend la décision ensemble de décaler le lancement? Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément aidé, qui a permis une vraie cohésion entre chacune des équipes. Euh, Sachant que la bêta, aujourd'hui, enfin, pour nous, c'était surtout un enjeu tech, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, le marketing a été là en support pour l'acquisition, pour l'animation, mais il y avait tout le reste à côté. Et donc, c'est aussi ça qui est super important de dire qui fait quoi et qui est décisionnaire de quoi. Et bien sûr, on avait un Slack, un deck avec vraiment toutes les stratégies business, les décisions business qui étaient définies et associées à cette bêta. La deuxième, du coup, si je vous donne un exemple de, de go-to-market, et je pense qu'il y a la même chose dans le Notion de Pierre, mais bon, c'est encore là, l'Excel est votre meilleur ami, encore une fois. C'est super important dès le début, en fait, de définir les tâches de chacun, qui est responsable de quoi, est-ce que c'est une tâche qui est à risque, quel est le délai. Et en fait, bah, pendant les weekly, les bi-monthly, on passe en revue. Et comme ça, on est sûr de ne rien oublier et de ne pas sentir qu'on perd le contrôle en fait, du projet et que s'il y a quelque chose qui pop à un moment, on est au courant et on peut trouver la solution sans que ce soit trop tard. La deuxième best practice, c'est de s'éloigner un maximum des vanity metrics. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à la base, nous, on avait la target de recruter 20 000 bêta-testeurs. Donc, par rapport au début, je vous disais qu'on avait 3 000 bêta-testeurs, on a quand même divisé par plus que par deux le nombre de bêta-testeurs. On pourrait se dire que c'est un échec, qu'on a complètement loupé notre stratégie d'acquisition, que c'était une catastrophe. Pour autant, non, c'était pas une catastrophe parce que on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était pas d'avoir un maximum de bêta-testeurs, mais c'était d'avoir un nombre spécifique
de personnes, enfin de guidage effectué avec l'application pour s'assurer que côté tech, on était sûr pour lancer l'app. Et donc, à ce moment-là, quand on s'est dit, bah, en fait, on va pas atteindre ces 20 000, on a redemandé aux équipes produit tech de se dire, bah, est-ce que 20 000, c'était vraiment pour une raison spécifique ou est-ce qu'il y a une autre métrique qui est plus importante? Et donc, c'est à ce moment-là, on s'est dit, bah, en fait, on va switcher de North Star métrique. Ce qu'on veut, c'est pas avoir un nombre spécifique de bêta-testeurs, mais ce qu'on veut, c'est des bêta-testeurs qui soient actifs et qui soient vraiment, ouais, qui soient actifs dans l'application. Et donc, on veut un nombre de guidages effectués. Et donc, quand on a changé cette métrique, déjà, du coup, ça a changé notre mindset. On s'est dit, bah, en fait, on va arrêter de faire de l'acquisition, on va se focus sur l'animation, d'où les mails d'animation, les push, pour pousser un maximum de gens, de bêta-testeurs à utiliser l'application. Et donc, mon conseil, euh, c'est mieux d'avoir une communauté engagée de bêta-testeurs, quitte à ne pas trop en avoir, que le contraire, à faire une énorme acquisition. Si derrière, il ne se passe rien, ça ne sert à rien. Et donc pour ça, on avait aussi un fichier de métriques qu'on suivait toutes les semaines avec des métriques go no go. Donc un peu de la même manière que tout à l'heure, de se dire pour passer pour commencer la bêta, il faut qu'on ait ces métriques-là. Et pour passer de la bêta au rollout, donc en novembre, il faut qu'on ait ces métriques-là aussi. Donc typiquement, là, on avait la liste des métriques tech, des métriques business qu'on suivait mois par mois. Le troisième, c'est de décorréler, troisième best practice, décorréler les launchs, des feature launch, des feature release. Je ne vais pas y passer des heures. Je pense que c'est une piqûre de rappel. On sait que les releases de features, elles sont, on n'a jamais des dates précises, il peut y avoir des retards, etc. Donc, mon conseil principal, c'est de déjà se dire que on cale un peu avec du retard les communications, d'essayer de faire des bundles de chaque new release plutôt que de communiquer à chaque nouveauté et de créer des templates. Par exemple, pour nos mails d'animation, on a fait un template et ça a été le même sur les 4 emails qu'on a envoyés. Et ce qu'on changeait, c'était juste la partie features du milieu où on mettait à jour les nouvelles features, mais le reste, c'était toujours les mêmes messages. Et donc, ce qui nous a permis de gagner du temps, d'être efficace et du coup aussi de ne pas perdre les utilisateurs. On avait toujours le même header, donc ils savaient à quoi s'attendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu des super taux d'activation. On était aussi à 60-80% de taux d'ouverture de ces emails-là. Et enfin, le dernier, et j'ai bientôt fini, c'est de ne pas oublier l'après. Parce que on est tellement dedans pendant 4 mois où le moment de la bêta, c'est tellement un projet à part entière que on peut presque oublier qu'en fait, on fait pas la bêta. La finalité n'est pas la bêta, mais la finalité, c'est de release l'application ou le produit ou la fonctionnalité ensuite au plus grand nombre sur le marché. Euh, et donc, il ne faut pas oublier de se poser les questions du rollout. Est-ce qu'on veut faire un rollout progressif ou pas? Combien de temps on va passer de 0% à 100% des users? Parce que ça va impacter derrière les communications marketing. Est-ce qu'on garde les bêta-testeurs en tant que bêta-testeurs ou est-ce qu'on les rebascule sur l'application de prod, par exemple? À quel moment il faut mettre à jour toutes les automations des newsletters? Enfin voilà, toutes ces questions-là en fait, il faut l'anticiper. Et de même, anticiper toute la création de contenu pour parler du lancement. Et en fait, la bêta, c'est un excellent moyen de créer du contenu UGC pour mettre en avant derrière l'application. Et du coup, c'est ce qu'on a pu faire de demander aux bêta-testeurs de se filmer et de dire qu'est-ce que vous avez aimé dans ce programme, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette application versus l'ancienne. On a utilisé Vidéo Ask comme outil qui est super bien, que je vous conseille, et donc qui nous a permis en fait d'avoir du contenu facilement de notre communauté pour derrière, quand on a fait la communication en disant on lance une nouvelle application, de tout de suite dire on lance une nouvelle application, mais on l'a travaillée, on l'a développée avec notre communauté, avec vous. Et donc de rassurer sur ce changement qui était quand même qui est assez gros. Euh, et bien sûr aussi, ne pas oublier de fermer la bêta. Donc on dit aux personnes de s'inscrire à une bêta, il y a un début, il y a aussi une fin. Donc c'est d'en profiter, de leur envoyer un mail en les remerciant, en leur disant qu'est-ce que ça a permis de les avoir avec nous et de récolter aussi du feedback. Donc typiquement, on avait rajouté un Google Form à ce mail pour savoir avoir des feedbacks, une sorte de NPS aussi pour les prochaines fois. Et typiquement, vu qu'on lançait
la bêta sur iOS, bah, ça nous a donné pas mal de petits conseils pour s'améliorer. Et de faire bien sûr bah, une vidéo aussi pour présenter la nouvelle application, donc où on peut intégrer les petites vidéos UGC directement. Voilà, c'est toute cette partie communication à ne surtout pas oublier et à anticiper parce qu'en fait, c'est une vraie mine d'or en termes de ce qu'on peut faire en com. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, s'il y avait 5 choses à retenir, la première, c'est de se dire que c'est OK de changer de métriques, de North Star métrique, tant qu'on est aligné avec les objectifs de pourquoi est-ce qu'on fait une bêta, quel est l'objectif derrière, et du coup de pouvoir être flexible là-dessus et de vraiment se poser la question avant de pourquoi est-ce qu'on le fait. Le deuxième, c'est pour ça qu'on fait une bêta, donc de demander des feedbacks un maximum à nos utilisateurs, mais pas que. Nous, à la fois, on demandait des feedbacks à nos utilisateurs, pardon, et en même temps, nous, on utilisait aussi notre application. Tous les mois, on a ce qu'on appelle des updates, où on va une journée par mois sortir pour utiliser l'application. Et donc, c'est aussi intégrer les collaborateurs dans le test des fonctionnalités quand c'est possible. Donc, que ce soit in-app, que ce soit, on a aussi fait des petites, enfin, les PM ont fait, les designers, des ethnographies aussi pour avoir des retours, être avec des utilisateurs en train d'utiliser la nouvelle version de l'app, voir comment est-ce qu'ils l'utilisent. Enfin, voilà, vraiment inclure, enfin, être le plus user-centric possible. Le troisième, bah, d'assurer la cross-collaboration. Je pense que c'est ça aussi qui permet d'y arriver. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas le PM qui fait bien ou la PMM ou la responsable CRM. C'est parce qu'on a tous travaillé ensemble et qu'on a eu tous eu conscience des problématiques du projet qu'on a pu mettre en place les meilleures solutions. Et utiliser, si je peux dire ça comme ça, le PMM quand il y en a un comme API. Ça fonctionne bien. Le quatrième, c'est de ne pas oublier l'UGC, comme je l'ai dit tout à l'heure, anticiper tout ce qui concerne la création d'assets, de communication, parce que c'est une mine d'or. Et enfin, ne pas sous-estimer la complexité data, surtout quand on est en B2C, je pense, et qu'on est une application mobile, parce qu'il y a énormément d'enjeux derrière bah, de pouvoir targeter la bonne audience. Est-ce que c'est Android? Est-ce que c'est un bêta-testeur? Est-ce que c'est un iOS? Enfin, quelles fonctionnalités, enfin, vraiment pouvoir anticiper tous ces enjeux-là, parce qu'il y a aussi énormément de sujets à débloquer en amont pour pouvoir ensuite bien targeter, bien faire les bonnes communications aux bonnes personnes et, bah, du coup bien animer la communauté et garantir la bonne acquisition. Voilà pour moi, merci. J'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions Merci, maintenant ou m'écrire après, avec plaisir. merci beaucoup, Carlotta. Franchement, c'était super et bravo parce que c'était dense, mais bien condensé. On a beaucoup de questions. On va essayer d'en traiter un maximum. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ce sera toujours plus sympa. Notamment, alors, on a pas mal de questions qui reviennent sur la différence entre une bêta privée et un MVP, par exemple. Beaucoup de gens qui se posent cette question. Si tu veux, Benoît, j'ai vu que tu avais posé pas mal de questions. Benoît Guyot, je ne sais pas si tu serais dispo pour prendre la parole. Top. Yes. Salut Benoît. Salut. Ouais, bah alors attends, du coup, il faut que je remonte sur toutes mes questions, mais à la grosse comme ça, il y avait un côté, est-ce que tu as aussi vécu des refontes des bêtas en dehors d'un contexte refonte? Parce que souvent, la bêta, ça se prête bien à une refonte. Mais est-ce que tu l'as aussi fait pour des lancements de nouveaux produits ou de nouvelles grosses features? Et aussi, comment vous avez géré un peu bah, le build de la bêta tout en gérant le run de la version d'avant? Et Et la troisième question, c'était un peu bah, derrière, est-ce que vous avez créé une sorte de programme ambassadeur, bêta-testeur pour les fidéliser ou Mm. pas? Et il y a quelqu'un d'autre qui posait cette question, c'était derrière, est-ce que tu arrives à capitaliser sur ce groupe de bêta-testeurs bah, pour tes bêtas qui vont arriver plus tard sur tes autres chantiers? Ouais. Alors, je vais essayer de me rappeler de toutes les questions. La première, je l'ai fait quand j'étais chez Agicap, donc c'était un autre cadre en B2B, où pour le coup, c'était plutôt lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Et donc, c'était dans un cadre, c'était plutôt une bêta privée, si je peux dire ça comme ça, où on avait défini des clients
qui souhaitaient avoir cette fonctionnalité-là en question. Et du coup, c'était beaucoup, enfin, c'était en petite chambre, si je peux dire ça comme ça. Et enfin, du coup, on n'a pas eu toute cette partie acquisition, etc., mais plutôt, et ni animation, mais plutôt accompagner peut-être on avait peut-être 20 clients à utiliser la fonctionnalité, à nous dire ce qu'ils en pensaient. Et du coup, on travaillait avec le PM, beaucoup avec les sales et les CS pour que ce soit eux qui onboard sur la fonctionnalité, qui fassent les retours et donc, ils compilaient, enfin, les sales ou CS compilaient tous les retours de cette fonctionnalité-là. Et après, où nous, on faisait les shadows, enfin, on écoutait les CS expliquer bah, cette fonctionnalité-là, comment elle fonctionne, et pour récupérer un maximum d'insights et après améliorer la fonctionnalité avant de la mettre disponible pour tout le monde. Euh, Ensuite, la deuxième question, ah oui, donc par rapport au build, en fait, on a pris le parti pris sur la version, enfin l'application actuelle, enfin l'ancienne du coup, de ne plus faire de nouveautés sur cette app. Donc en fait, les équipes tech étaient uniquement là pour, si jamais il y avait un gros bug, s'il y avait un crash, etc., ils travaillaient sur l'app. Mais en fait, du coup, l'application était en mode pause pendant toute cette période-là. Et c'était plutôt l'équipe marketing qui continuait à faire les campagnes d'acquisition normales et à mettre en avant, parce que du coup, c'était en période d'été, donc vraiment la période haute pour nous, pour continuer le business as usual. Et après, en parallèle, le développement, enfin le travail sur ces 3000 bêta-testeurs. Et sur la capitalisation, du coup, là, on est à 3 4 mois. Nous, on a pris le parti pris de garder les bêta-testeurs comme des bêta-testeurs. Et l'idée, c'est en effet de les. Et on avait déjà, avant ce bêta-test, on avait déjà une petite communauté, typiquement un groupe Facebook, où on avait nos top utilisateurs de l'app qui étaient déjà en bêta. Donc, typiquement, eux, ils sont tout de suite passés dans notre bêta globale. Et donc, l'objectif, c'est qu'en effet, on les garde. Et dès que, enfin, là, on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais dès qu'on a des nouvelles fonctionnalités qu'on veut mettre en avant, enfin, qu'on veut partager en amont, de leur partager et de vraiment avoir en effet une relation un peu plus proche avec eux. Ok, Et merci beaucoup. Trop bien. encore trop tôt pour te faire des retours spécifiques là-dessus, mais c'est l'objectif. Ok, merci Merci. beaucoup. En plus, ça couvre pas mal de questions, notamment sur justement que deviennent ces bêta-testeurs. Est-ce que vous pouvez capitaliser dessus après cette première bêta? On a d'autres questions qui reviennent, donc comme je le disais, sur un peu la différence finalement entre une sortie bêta et une release MVP. Notamment Sophie Bellec, je ne sais pas si tu es encore là, Sophie. Est-ce que tu voudrais prendre la parole peut-être? Bonjour. Bonjour Sophie. Oui, alors moi j'avais une question en fait en deux parties. Déjà, combien de temps a pris ce projet bêta entre la conception, on va dire, et la clôture de la bêta? Et ensuite, comment budgéter en fait, comment défendre ce projet d'un point de vue un peu financier et voilà. Alors du coup, la bêta, elle a duré, on l'a lancée en novembre, non, en juin, pardon. On l'a lancée en juin, elle a terminé en novembre. Donc c'était environ 4 mois de durée. Bien sûr, avant, les équipes ont bossé bien longtemps avant pour avoir une version bêta qu'on puisse mettre sur le marché, enfin une version MTP du coup. Et pour la partie financière, je ne sais pas euh, si ça va pouvoir t'aider, mais nous, c'était vraiment il y avait un énorme enjeu tech derrière où il fallait que on, enfin, par rapport à la dette technique qu'on avait sur l'application, il fallait qu'en fait on puisse il fallait enfin, c'était une question un peu de vie ou de mort de se dire en fait si on veut des nouvelles fonctionnalités, si on veut être au niveau du marché, si on veut pouvoir proposer dans le futur des fonctionnalités qui soient vraiment euh, bien meilleures, avec une bien meilleure vélocité, il faut qu'on fasse cette refonte totale. Et donc, ça n'a pas été une question financière, mais ça a été surtout une question tech et produit. Du coup, ça a été vraiment, c'est eux qui, et j'étais pas encore, enfin, je venais d'arriver quand ça a été décidé, mais ça a été vraiment
à ce moment-là où eux se sont posé la question, en fait, comment est-ce qu'on on garde ce qu'on a actuellement et en fait, on met des piles, des piles, des piles et on sait qu'à un moment, ça va casser ou ça va prendre du temps, mais on prend le parti pris de faire un peu un revamp complet et du coup, les pour et contre, les impacts derrière. Et du coup, c'est plutôt le deuxième choix qui a été porté. Après, c'est sûr, je ne serais pas la mieux placée pour dire si c'était la meilleure solution ou pas par rapport aux enjeux tech. Ça, je laisserai mes équipes tech vous en parler. Merci beaucoup, Carlotta. On va prendre une dernière question parce qu'il est bientôt l'heure d'aller déjeuner. On a pas mal de gens qui commencent à se déconnecter, donc c'est mieux d'en prendre une dernière. Ingrid, je ne sais pas si tu es toujours là, Ingrid Hage. Ouais, ton micro est Oui, coupé. vous Ah, super. m'entendez? Ouais, on t'entend. Je vois que tu avais une question sur un peu la version iOS. Est-ce qu'il y a eu un impact? Je te laisse la poser. Oui, donc j'ai cru comprendre la présentation. Déjà, pour commencer, merci beaucoup pour cette présentation, super intéressant. J'ai cru comprendre aussi au début de la présentation que vous avez lancé le bêta test sur Android avant iOS pour des raisons de contraintes techniques. C'est bien ça enfin, pour Ouais. une raison ou pour une autre. Quand vous étiez prêt à lancer sur iOS, est-ce que vous avez lancé la même version que sur Android ou est-ce que vous l'aviez amélioré avant de le faire? Est-ce qu'il y a une bonne pratique par rapport à ça à suivre pour cette décision-là? Ouais. Oui. Bah, je pense que de manière générale, si c'est possible de faire iOS et Android en même temps, c'est mieux. En tout cas, c'est moins Oui. complexe. Ensuite, bah, nous, du coup, sur iOS, la difficulté, c'est qu'on a release iOS avec un scope de fonctionnalité encore moindre que quand on a lancé Android. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait sur un scope encore plus réduit et que du coup, on a davantage communiqué sur ce qui n'existe pas dans l'app et ce qui va arriver. Mais du coup, ma recommandation, c'est bah, par rapport à ce que potentiellement tu fais sur Android et des retours utilisateurs, c'est de se dire bah, par rapport aux fonctionnalités qui manquaient, qu'est-ce qui est le plus revenu? Et nous, typiquement, on s'est dit, bah, en fait, il y avait la notion de création où on s'est dit, bah, on sait que enfin, c'est vraiment ce qui est revenu le plus souvent, malgré le fait qu'on rabâchait, qu'on disait à toutes les newsletters, à toutes les coms que ça allait arriver. On s'est dit, bah, en fait, il faut au moins qu'il y ait ça. Et donc, c'est peut-être prendre les apprentissages de la bêta et des insights qui reviennent de Android pour, pour définir du coup le scope iOS, l'ajuster par rapport à ça et aux contraintes du coup tech qu'il peut y avoir. Ok, merci. Merci beaucoup. Écoutez, merci en tout cas pour toutes vos questions. Comme Carlotta vous le disait, ce sera un plaisir de continuer la discussion, notamment sur LinkedIn avec ceux qui le souhaitent. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous laisser une note entre 0 et 5 pour nous dire ce que vous avez pensé de ce live. Et on espère vous voir très nombreux sur nos prochains événements. Merci à tous et très Merci. bonne journée. Au revoir.